Bonjour Maude Bréjon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement de Michel Barnier. Le nouveau chef du gouvernement, François Bayrou, fait beaucoup parler de lui, avec une expression qu'il a tenue pour la première fois avant-hier sur ce plateau, face à Darius Rochebain. Il a évoqué le sentiment de submersion migratoire. Et hier, à l'Assemblée nationale, il a réaffirmé que oui, la submersion migratoire était une réalité et qu'il fallait regarder les faits plutôt que l'expression. Ça provoque évidemment une vive émotion et un débat sur lequel on va revenir. Je voudrais d'abord savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'expression ? Je crois que François Bayrou a le courage de nommer ce que vivent les Français et de poser des mots sur ce que vivent, sur ce que ressentent une large majorité de Français. Il a raison de le faire et moi je suis de ceux qui disent il nous reste 2 ans d'ici à 2027, il va falloir avancer, il va falloir apporter des réponses tangibles, sans quoi les Français feront confiance à d'autres. Ensuite il y a la négociation sur le budget, j'imagine que ça on va y revenir, mais ça veut dire que vous êtes à l'aise avec ce terme, là où une partie de la gauche, Madame Bréjon, dit mais ce sont des termes importés dans le débat par Jean-Marie Le Pen qui sont utilisés aujourd'hui. D'abord, moi, je crois qu'on gagne toujours à être lucide, encore une fois, à poser les mots sur ce que vivent les gens. Et je crois qu'une immense majorité de nos concitoyens sont d'accord avec ça. Ensuite, je n'en peux plus. C'est la réalité pour vous. Je n'en peux plus. C'est la réalité. Je n'en peux plus. Il y a subversion. Je n'en peux plus de subir en permanence cette pression morale d'une partie de la gauche qui, à chaque fois qu'on a un mot qui, selon eux, va trop loin sur la question migratoire, vous ramène immédiatement à l'extrême droite. C'est une immense paresse intellectuelle. On peut avoir un discours de lucidité et de fermeté en matière d'immigration sans pour autant être tout de suite accusé d'être lepénisé. Et cette façon de faire, cette espèce de diktat moral là, de la bien-pensance qu'ils essaient de nous affliger en permanence est insupportable. Alors pour nous, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, mais ça l'est pour beaucoup de Français. Parce que moi, je ne crois pas, pardonnez-moi, que la majorité des Français, qui je le crois, est en accord avec François Bayrou, vote nécessairement Marine Le Pen. Et quand bien même, je termine là-dessus, après je vous écoute, et quand bien même ils le feraient, il faut comprendre pourquoi ils le font et il faut y apporter des réponses. Oui, mais le problème c'est que quand vous utilisez un terme si fort, il faut des actes forts derrière. Or, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle loi immigration. On est dans une transposition du droit d'asile, de la loi asile qui a été décidée au niveau européen, du pacte asile et migration en France. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre, contrairement à ce que demandait Bruno Retailleau. Alors, une haie après l'autre. Mais quand on utilise un terme si fort, il faut aussi justifier de ce terme. François Bayrou a été nommé le 13 décembre. Le gouvernement... quelques heures avant Noël, il faut laisser un peu de temps au temps. Il y a une urgence, et enfin, vous le savez bien, l'urgence c'est d'abord de faire passer le budget, et ensuite il faudra s'attaquer aux sujets qui sont structurants pour le quotidien des Français et pour l'avenir du pays. Et dans ces sujets, il y a la question de l'immigration. Et moi, je refuse l'idée que les 2 ans qui nous séparent, je le redis, de la présidentielle, seraient nécessairement des années de surplace. Vous voulez une nouvelle loi immigration ? Je crois qu'il faut avancer, ça peut passer par voie réglementaire. Bruno Retailleau le fait déjà avec la révision de la circulaire Valls. Je crois que c'est insuffisant et qu'il faudra aussi passer par voie législative. Est-ce que c'est une grande loi, plusieurs propositions de loi, peu m'importe. Ce qui veut dire, Madame Bréjon, il y aura besoin de continuer à légiférer parce qu'il faut adapter l'état du droit à des réalités, à des difficultés qui évoluent. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est quelque part une clarification de la position du socle commun. Je poursuis, j'éclaire ma pensée. Pardonnez-moi. À l'époque, Bruno Retailleau est patron des sénateurs républicains. Ce sont eux qui révisent la loi immigration, qui la durcissent. Et ça soulève, ça crée un tollé dans la majorité présidentielle à l'époque. Et il y a une partie de vos rangs qui disent mais c'est hors de question, on ne peut pas valider ce texte tel qu'il est. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est clair, le socle commun conduit par François Bayrou s'est aligné sur ce qu'étaient les Républicains au Sénat, par exemple. Non, mais je vais pas vous chanter de chansons. Il y a des avis au sein de ma famille politique qui divergent sur la question. Moi, je suis là ce matin pour vous donner le mien. J'étais, lors des négociations au Sénat il y a 1 an sur la loi immigration, favorable à ce qu'on durcisse le texte. J'ai voté ce texte quand il est revenu à l'Assemblée en sortie de commission mixte paritaire et je l'ai voté des 2 mains. Une partie des mesures ajoutées par le Sénat et notamment par le groupe de Bruno Retailleau a été écarté par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme. Je suis favorable à ce qu'on reprenne une partie des mesures écartées par le Conseil constitutionnel, qu'on en
redébattent à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement passer par une grande loi cathédrale. Je pense en revanche qu'il y a des propositions de loi déposées à l'Assemblée, déposées au Sénat, et qu'il faut à minima permettre au Parlement, et c'est le rôle du gouvernement que de le permettre, d'en discuter. Parce que derrière, c'est le quotidien des gens, et parce que moi je vais vous dire, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me parle d'immigration clandestine dans ma circonscription. Si je vous comprends bien, vous êtes partisane d'une stratégie danoise, c'est-à-dire faire comme au Danemark, où les centristes et une partie de la gauche ont durci considérablement les lois migratoires pour faire en sorte que l'extrême droite redescende là d'où elle était, c'est-à-dire à 2%. En tout cas, je constate qu'il y a un contraste saisissant entre les clivages et les débats que la question migratoire peut susciter au sein de la classe politique et le consensus populaire qui s'est formé autour de cette question et autour de l'attente de davantage d'ordre et d'autorité. Je remarque aussi qu'en France, mais effectivement ailleurs en Europe, une partie des élus de gauche aborde cette question avec autorité, avec lucidité, et j'aimerais qu'on puisse en faire autant en France. Bon, force est de constater qu'il y a encore un peu de chemin avant qu'on y arrive. Mais oui, je crois que si on n'est pas capable de prendre la question à bras-le-corps, si on continue à mettre le sujet de l'immigration clandestine sous le tapis, les Français se tourneront vers d'autres partis politiques et plutôt sur notre droite. Comment la traiter rationnellement, cette question? Ça fait 40 ans que c'est traité de façon très politique. Pour la gauche, c'est un marché. Pour la droite, ça a été un épouvantail. Et donc, on est incapable de traiter le fond des choses. On a montré lundi que l'immigration de travail, en France, c'est 10% de l'immigration. 42%, c'est l'immigration familiale, en réalité. Or, on a besoin... Non, mais Madame Bréjean, on a besoin d'1 million d'actifs dans le pays. Comment on fait pour dépasser ces clivages et pour faire en sorte que les chefs d'entreprise qui le réclament, mais peut-être dans le public aussi, privé comme public, puissent avoir sous la main la main-d'œuvre dont ils ont besoin? Vous faites comment? On en discute chiffre contre chiffre. Vous me sortez à juste titre les chiffres qui sont les vôtres. J'ajouterais volontiers les chiffres de l'INSEE, que 500 000, quand 500 000 étrangers en situation régulière sur le sol français sont au chômage, la question de continuer à régulariser se pose. Alors, c'est très compliqué. Je comprends le principe. Mais en fait, le fond de votre question, d'ailleurs, n'était même pas sûr. Non, c'est pas le pourquoi, c'est sur le comment. Vous les prenez par la main et vous leur dites « Tu vas aller faire ce job, sinon on te met dehors ». Parce que je ne trouve pas le mode d'emploi. Moi, ce que je constate, c'est que sur les personnes en situation régulière qui sont sur le sol français, il y en a une partie, 500 000 aujourd'hui, qui n'a pas d'emploi. Il y a donc probablement un travail de formation et d'intégration qui n'a jamais été mené à bout. Je ne suis pas fermée à toute régularisation pour le travail, mais il faut qu'on arrive à en débattre de façon effectivement un peu plus rationnelle. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas au sein de l'Assemblée nationale. Et de toute façon générale, on a du mal à le faire dans la société. On le voit d'ailleurs avec... les mots qui ont été ceux de François Bayrou, dont on peut estimer qu'ils sont en raccord avec la réalité ou pas. Chacun a le droit d'avoir son avis. Mais vous l'avez, vous, le sentiment de submersion? Quand on regarde, pardonnez-moi, quand on regarde les mots qu'il a prononcés, qui étaient en rapport avec la question précise de Mayotte et de la Guyane. Et le tollé que ça suscite, la remise en cause du vote sur le budget, le mise sur la table d'une menace de censure, il y a quand même une forme de disproportion, permettez-moi. Sauf que la situation politique, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une partie des voix de la gauche, donc du PS, vous avez besoin de la non-censure du Rassemblement national, sinon ce gouvernement, comme le précédent auquel vous apparteniez, tombera. Est-ce qu'il faut faire donc d'autres concessions socialistes? Si oui, lesquelles? Ils nous l'auront dit ce matin, Laurent Baumel à l'instant nous a dit on va demander plus. Oui, mais en fait, c'est pas parce que M. Bayrou dit un mot qui ne plaît pas aux socialistes sur l'immigration que les socialistes peuvent se permettre de réclamer X millions de plus sur le budget. Manifestement, si, ce sera le cas. Non, mais c'est parfaitement irrationnel. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir les socialistes. On sait bien, il suffit de 20 socialistes qui votent la censure et le gouvernement... D'abord, revenons quelques jours, quelques semaines en arrière. Moi, je vois un Premier ministre et un gouvernement qui discutent sincèrement avec les socialistes, qui ont sincèrement tendu des mains, sincèrement fait des pas et fait des concessions, pour le moins majeures pour certaines. Je pense notamment à la réouverture
des échanges et des négociations sur les retraites. J'ai vu en face des socialistes qui, je crois, sont, ou en tout cas étaient dans la même démarche. C'est une excellente chose. Néanmoins, la nécessité de trouver un accord sur le budget, le fait qu'on discute sur ces questions-là, ne permet à personne d'avoir une position hégémonique sur l'ensemble des politiques publiques. Le fait que les socialistes discutent avec nous sur les questions budgétaires ne leur octroie pas le droit de se comporter en maître chanteur sur l'ensemble des sujets et de tenter de museler les uns et les autres sur la question migratoire, question sur laquelle on sait qu'on a des divergences et on ne va pas les gommer. Mais le sujet en l'état, il est budgétaire. Quel niveau d'imposition, quelle nouvelle taxation ou pas, etc. C'est quand même le sujet qui est posé aujourd'hui. Si on attend de s'accorder sur l'intégralité des sujets politiques et des politiques publiques, il est certain qu'on n'y arrivera pas. Mais enfin, Olivier Faure n'est pas devenu macroniste et je ne suis pas devenu socialiste. Bon, on le sait. Est-ce que vous êtes toujours macroniste ? Il faut qu'on arrive à trouver un accord sur le budget. Est-ce que vous êtes toujours macroniste ? Oui. Mais je ne suis pas de ceux qui oublient, d'où ils viennent. Vous avez vu que le président de la République est à sa cote de popularité la plus basse, 21% dans le dernier IFOP. Est-ce que la rupture est consommée avec les Français ? Vous le sentez, vous, sur le terrain ? Ce que je peux vous dire pour ma part, c'est que j'ai démarré la politique avec Emmanuel Macron, qui a suscité énormément d'espoir, énormément d'énergie. Voilà, je sais ce que je lui dois. J'entends aussi bien sûr, je suis pas aveugle, mais j'entends les mécontentements, les déceptions, mais qui font suite aussi à 7 ans, bientôt 8 ans d'exercice du pouvoir, justement, à des traversées de crise qui ont été très difficiles. Je crois qu'il faut qu'on soit en capacité de dire qu'on n'a pas tout bien fait. 10 ans, c'est trop long, peut-être, non ? J'en sais rien. Manifestement. Il y a probablement des choses qu'on a mal faites. Il y a probablement des points sur lesquels on a déçu. Il faut être en capacité de les regarder de façon lucide. Mais sans renier pour autant toutes les avancées qui ont fait suite à ces dernières années. Merci beaucoup, Maude Bréjean, d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.